bienvenue dans votre journal sur TNTV. Voici les titres de ce mardi 29 juillet. Papara réveillé en sursaut par les eaux, une nuit de pluie, des maisons inondées, des familles en détresse. 96 mm de pluie sont tombés en 6 heures. La vigilance orange est maintenue. Harmonisation, modulation selon les revenus, des changements importants à venir dans le système des allocations prénatales, de maternité et familiale. Le gouvernement veut un système plus équitable. On vous en dit plus dans ce journal. Le gouvernement veut aussi réorganiser le développement de Tahiti en lançant la décentralisation d'une partie de l'administration du pays. Un projet sur 12 ans. Objectif, fluidifier le trafic et développer la presqu'île. Les détails dans un instant. Première place pour Tevaitei Yoheiva cette année. Heimoana est à la tête du groupe, mais aussi d'une école de danse. Portrait d'une femme engagée pour sa culture à découvrir en fin de journal. Mais d'abord, c'est une nuit de grande vigilance qui s'annonce pour les Marquises. Une alerte tsunami est en cours après un puissant séisme survenu en Russie orientale cet après-midi. Une vague qui pourrait atteindre jusqu'à 2,20 m est attendue sur les côtes marquisiennes entre minuit et 1 h cette nuit. Les autres archipels devraient être concernés par une onde de 30 cm. On écoute Benoît Kautei, le maire de Nukuhiva. On a mis en place notre PC de crise, et on a déjà commencé à informer toutes les familles qui sont dans la zone à risque et les vallées éloignées, hein, parce qu'il y a quand même des petites vallées où il y a une dizaine de personnes qui vivent en permanence. Donc, ça y est, tous ces vallées ont été informés. Pour ceux qui ont prévu d'aller à la pêche, bien sûr, de peut-être de quitter l'île et de rester au large, quoi. Hein. Donc, c'est ce qu'on conseille. Même il y a pas mal de voiliers aussi dans la baie. Donc, on les informe aussi pour essayer de quitter la baie pour être, bien sûr, au large le plus loin possible de l'île, quoi. Hein. Et la pluie a frappé l'île de Tahiti. La commune de Papara, surtout, a connu une nuit difficile marquée par de violentes précipitations et inondations. Comme souvent, les déchets accumulés dans les rivières ont aggravé les crues. Aucune victime à déplorer, mais des dégâts matériels importants. Jeanne Tinoroa et Veitia Renota. Après une nuit interminable à racler l'eau, nettoyer la boue qui s'est infiltrée dans toute la maison, la famille Hirihiri reste en alerte. Ce matin encore, la pluie est au rendez-vous et comme à chaque fois, les regards se tournent vers la rivière Papehonu qui jouxte l'habitation. Nous n'avons pas dormi. À 2 reprises hier soir, nous avons dû nettoyer. Une première fois vers 21 h et peu de temps après, l'eau s'est de nouveau déversée. Nous avons nettoyé jusqu'à ce matin. Heureusement qu'il y a eu l'aide des enfants qui sont venus de Papeete. C'est la 3e fois que nous sommes confrontés à ce type d'inondation. Et ce n'est pas faute d'avoir interpellé le ministère de l'Équipement. Aucune réponse. Il n'y a pas de tout. Au niveau des dégâts, rien d'impressionnant, juste quelques maisons. En fait, au niveau PK33, 2-3 maisons où l'eau est passée dedans avec de la boue un peu. Je suis parti voir ce matin encore. Et aussi, en fait, au début de Papara, c'est plus 2 maisons qui ont été touchées. Toujours pas la même chose, l'eau qui est rentrée en menant de la boue par dedans. Plus loin, à Afariri, en à peine 1 heure de pluie, plusieurs servitudes sont sous l'eau, empêchant certains riverains de sortir. En cause des rivières encombrées par des déchets en tout genre. Surpris par la quantité d'eau qui s'est déversée dans sa cour, cet habitant ne peut que constater l'étendue des dégâts. Quand c'est trop tard, on peut rien faire. Là, qu'est-ce que tu as perdu là? Tout, ouais, voiture, d'été, machine à laver, frigidaire, la chambre, toilette, terrasse, le garage, ouais. La rivière elle déborde encore là à l'instant parce qu'en fait ça a baissé de niveau. Parce qu'il y a des troncs d'arbres à l'intérieur de la rivière. Et là, ça retourne chez moi, quoi. Hein. On vient de la nettoyer. On était complètement inondés. Nos appareils ménagers flottaient dans la maison.
en espérant qu'on va pouvoir les faire remarcher. Depuis hier soir, les équipes municipales et les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour porter assistance aux riverains et limiter les dégâts. Si aucune victime n'est à déplorer, les habitants lancent un appel aux autorités pour que les rivières soient enfin nettoyées afin d'éviter que ce scénario ne se répète encore. Allocation familiale, prénatale, maternité, le système pourrait changer. Le gouvernement veut les harmoniser entre les régimes de la CPS et surtout les moduler selon les revenus. Le CESEC doit se prononcer demain sur cette réforme. Qui y gagne, qui y perd? Explication de Laure Philibert. Des allocations en fonction des revenus. C'est le projet élaboré par le gouvernement et soumis à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le pays souhaite harmoniser les sommes allouées aux familles, quel que soit le régime d'affiliation à la caisse de prévoyance sociale. Désormais, il est question de se baser sur les revenus pour fixer le montant versé. Il y a vraiment une inéquité entre deux personnes qui gagnent la même chose, qui devant le panier de la ménagère ont la même difficulté. Et il fallait rétablir cette équité entre les deux. Donc nous, on a décidé de mettre les prestations familiales sous conditions de ressources. C'est très différent entre quelqu'un qui gagne 700 000 francs et quelqu'un qui gagne moins de 100 000 francs pour acheter à manger à ses enfants. Et c'est sur ça qu'on a voulu axer plus de justice sociale pour aider les familles les plus en difficulté. L'harmonisation concerne les allocations prénatales, maternité et familiales. Pour le volet familial, il pourrait passer de 12 000 à 15 000 francs pour les ménages qui perçoivent moins de 100 000 francs par mois. Pour ceux qui touchent moins de 2 SMIC, c'est-à-dire moins de 346 000 francs, le montant de l'allocation resterait inchangé. Pour ceux qui perçoivent moins de 3 SMIC, il passerait à 9 000 francs. 6 000 pour ceux qui gagnent moins de 4 fois le SMIC. L'allocation passerait à 2 000 francs au-delà de 692 000 francs par mois. Le couple devra choisir lequel des deux sera l'allocataire. Mais l'effort des plus aisés devrait être compensé par une revalorisation de la prise en charge des frais de cantine. Ça ne sera pas sous condition de ressources, les cantines. Tout le monde aura le droit d'être à la cantine au même tarif. Qu'on soit riche ou pauvre, quand on mange à la cantine, les meilleurs copains qu'on se fait, c'est les gens avec qui on mange parce qu'on n'a pas de souci d'argent et on doit avoir la même somme pour manger sainement à la cantine. Le projet d'avis fera l'objet d'un débat et d'un vote mercredi au CESEC. Décentraliser pour mieux équilibrer, c'est le pari du gouvernement qui lance un vaste programme de décentralisation. Double objectif, relocaliser une partie de l'administration en dehors de la capitale pour désengorger la zone urbaine et dynamiser d'autres pôles de Tahiti. Papara, Mahina et surtout Travo sont ciblés. À terme, 6 ministères et 22 services du pays seront implantés. Une transformation pensée sur 12 ans. Thomas Chabrol, Herehau Teariki. L'isthme de la Presqu'île deviendra-t-il le futur deuxième pôle économique et administratif de Tahiti? Le gouvernement souhaite engager le pas pour que ce soit une réalité dès 2032. Tous les ministères et services administratifs du pays sont aujourd'hui concentrés dans la capitale. La zone urbaine de Papeete est devenue au fil des années saturée. Le gouvernement souhaite un rééquilibrage progressif autour de l'île et à la Presqu'île. Aujourd'hui, la moitié de la population polynésienne est concentrée dans l'agglomération et que l'agglomération regroupe également plus de 80% des emplois. Donc ça crée beaucoup de problèmes. On en a parlé tout à l'heure. En premier lieu, la congestion routière, donc qui nous fait perdre en moyenne 2 heures par jour sur les routes. Mais on a également des prix du logement qui deviennent exorbitants et une inégalité spatiale qui va en s'agrandissant avec les communes périphériques de l'île. Cette décentralisation s'envisage en 3 phases. La première, d'ici 7 ans, avec une délocalisation du ministère de l'Agriculture à Papara, celui de l'Éducation à Mahina. Taravao deviendrait le pôle aménagement du pays. La deuxième phase, prévue pour 2035, vise à renforcer le développement de Taravao. En 2037, ce sont les ministères des Finances et de la fonction publique et les services de l'économie et du travail qui s'y installeraient. Au total, 6 ministères, 22 services, soit 1500 agents, seraient amenés à changer de site de travail. On souhaite que les agents puissent s'approprier également ces lieux. C'est un des avantages, je dirais, de la décentralisation de l'administration. Le deuxième avantage, c'est de donner l'exemple. Puisque on parle de décentralisation de l'activité, mais si on a l'opportunité de le faire,
en tant que gouvernement et en tant qu'administration, on estime que nous, on doit faire le premier pas. Et vous pensez... Dans ce projet, le volet du logement sera un pilier pour dynamiser Taravao et en faire une agglomération attractive. En plus des services administratifs, le pays souhaite un développement de nouvelles infrastructures publiques et des services de santé, avec notamment un projet de clinique. Exactement, et pour ce faire, le pays s'est doté des moyens financiers pour pouvoir acquérir du foncier. Donc c'est ce que nous avons fait tout au long de l'année de 2025. Aujourd'hui, nous avons finalisé l'acquisition de certaines parcelles qui sont très bien situées de manière stratégique en centre-ville, mais pas qu'en centre-ville de Taravao, également sur la côte est et sur la côte ouest de Tahiti. La décentralisation devrait séduire des agents de l'administration, estime le pays, car 1 millier de fonctionnaires habitent déjà en dehors de la zone urbaine de Papeete. Direction Copenhague, où Kalani Helm a fait sensation. À seulement 8 ans, le jeune rider polynésien décroche le titre de vice-champion du monde de BMX dans la catégorie U9. Après un podium en Océanie et une 4e place au championnat d'Europe, Kalani confirme son talent sur la scène mondiale. Malgré des entraînements limités, il s'est battu jusqu'au bout. Un nom à retenir. On écoute ce jeune champion du BMX. Je suis content de ma 2e place mondiale et je vais essayer de faire mieux au championnat du monde à Brisbane et pour gagner au Fénois, et merci pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette aventure. On est super heureux du résultat, 2e vice-champion du monde pour la Polynésie française. Encore un résultat historique, il a montré que les Polynésiens étaient forts et que lui a tout mis en place pour justement performer sur ces championnats du monde. C'est un travail de 2 mois où il s'est poussé dans ses retranchements et il a fait énormément d'efforts. Aujourd'hui, c'est récompensé et il ramène une 2e place au championnat du monde à Tahiti, à Lille, et c'est juste génial. De la piste à la scène, autre talent, autre discipline. Direction la presqu'île pour rencontrer une grande figure du Ori Tahiti. Elle a grandi avec la danse et en fait sa voix. Chorégraphe, enseignante et chef de troupe, Heimoana Metua porte haut les couleurs de la presqu'île. Davidson Bennett est allé à la rencontre de la chef du groupe Te Vaitei. Après avoir foulé la scène de Toata et avoir remporté le prix Madeleine Moa, la troupe savoure sa victoire et se rappelle le travail et les sacrifices qui ont été faits pour ravir la première place. Te Vaitei s'est inspiré de l'histoire de Tav-Er Iwawa, à celle de sa résilience d'un homme qui a dérivé 118 jours sur l'océan Pacifique. Tav-Er, c'est également le nom d'un oiseau, Temanu. Et Temanu Tuora, la résilience, croire en la vie. Temanu, c'est également le signe de vie. En tant que navigateur, lorsqu'on voit un oiseau, on sait que la terre est proche. Et du coup, la vie est là. Et c'est pour ça qu'on a... Et Temanu Tuora, c'est parce que, comme quelqu'un qui se bat et qui veut prendre également son envol, comme un oiseau, il prend son envol, il va vers de nouveaux horizons, mais voilà. Toujours avec cet espoir de vie, cette espérance et s'accrocher à la vie au maximum parce que la vie est belle et Temanu pour cette connexion également avec notre identité culturelle et le monde invisible. Cette victoire au Heiwai Tahiti, elle se partage avec la population de la presqu'île et elle ne compte pas s'arrêter aux frontières de la Polynésie française. J'espère que ça va amener mes éléments vers d'autres horizons, c'est-à-dire vers d'autres destinations, comme sortir vers le Japon, vers le Mexique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour ces éléments. Et après, notre retour sur Toata en danse, c'est pas pour maintenant. D'élève en école de danse jusqu'à la création de cette troupe de la presqu'île avec son père Piero Metua, Heimoana en a parcouru du chemin. Et chaque jour, elle s'inspire de son histoire, de sa culture, celle de son peuple. C'est ma force à moi de tous les jours pour me battre. Et c'est vrai que c'est inspirant parce que quand on entend un chercheur dire, en parlant de Tav-Er, que si un homme se perd en mer et qu'il arrive à survivre, ça ne peut être qu'un Tahitien. Donc en fait, par fierté et sans orgueil, bien sûr, avec humilité, on ne peut être que fier d'appartenir à ce peuple de Maori. Te Vaitei continue les représentations, mais Heimoana réfléchit déjà au récit
qu'elle aimerait, avec sa troupe, compter au public lors d'un prochain Heiwai Tahiti. Cap sur Raiatea à Tumar'a, le Heiwai Rarumat'ei célèbre la tradition avec la dégustation du Ma'a Tahiti. Plus de 3000 personnes se sont retrouvées pour partager ce moment gourmand, symbole fort de notre culture et de notre convivialité. Reportage de Mereteato et Matai Horei. Que serait un festival culturel sans spécialité culinaire? À Tumar'a ce matin, c'est l'ouverture du Ahim'a. Plus de 17h30 de cuisson à l'étouffée, les petites mains sont à l'affût des morceaux de ourou, igname et de fei. Depuis hier à 17h, on a fermé le four. Et là, on vient d'ouvrir ce matin à 11h et c'est cuit. Donc, on a préparé pour 2000 personnes. Donc, il y a de la viande, il y a du poulet fafa, il y a du poulet, il y a des bananes, il y a du fei, il y a des patates, il y a du fruits. Donc, tout pour bien manger à midi et dormir, faire une petite sieste avant ce soir. On est en train de mettre le poé martini dans les cocos. Poé à la banane, au potiron et bien d'autres mets sont mélangés au lait de coco très frais. Alfred Maï est celui qui a veillé à la bonne cuisson des plats aujourd'hui. On a 3000, 5000 personnes, on a assez le Ma'a. Ouais, il y en a beaucoup aussi dans la cuisine. On ramène aussi le plat. Non, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ça, c'est la troisième fois que je vais le Himba. Pas qu'on sort dedans, pas qu'on sort, parce que les autres en dehors, ils ne mangent pas le cochon. C'est tout ça, mais le viande t'aime. C'est nos mains, c'est bon. Après le sport, les délégations des îles ont été invitées, ainsi que la population, à ce grand Tamara bien connu aux Fénois. Il y a tout. Il y a le fei, il y a le taro, il y a le pouet, il y a tout. Il y a le fafarou, il y a le poisson cru, le taro, le fafa. Oui, c'est bon partout, c'est bon partout. Non, on ne va pas faire la sieste. On va travailler beaucoup. On va répéter pour venir tout le monde à ce soir. Voilà. L'avant-dernière soirée de spectacle se tiendra une seconde fois à Tumar'a, sur le marais Teinou. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place à votre soirée télé avec la série documentaire Iconique Polynésie, suivie du film culte Edward aux mains d'argent. Très belle soirée à tous et surtout prudence cette nuit en raison de l'alerte tsunami. Je vous retrouve demain, même heure, sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.